pouvons facilement comprendre maintenant le fonctionnement de l'emprise dans certains couples et l'incapacité du conjoint victime à réagir ou à se sauver. Il en est de même pour la victime de harcèlement qui voit son univers se réduire comme un entonnoir, moment dangereux où il ne semble plus y avoir de choix. La question qui s'impose maintenant est: comment la caractérisation psychologique et les comportements qui en découlent, nommés aussi psychométrie, induite par les traumas, va influer sur la relation humaine, sur la capacité à travailler en groupe et même sur le management. En fait, mon rôle consiste à aider les chercheurs en IA et en psychologie comportementale à trouver des modèles qui s'intègrent bien dans l'entreprise et notamment au niveau des ressources humaines. Donc notre but, c'est d'intégrer à l'intérieur même des systèmes de ressources humaines et de l'entreprise en général, tout ce qui est coordination de travail, des outils intelligents. Donc ce qu'on appelle intelligents, en fait, c'est des outils qui sont dotés d'intelligence artificielle et qui permettent, avec la psychométrie, de mieux gérer les personnes et surtout de mieux gérer leurs aspirations, leur devenir, de comprendre leur savoir-être, de guider en fait les gestionnaires dans leur quotidien avec les personnes. Donc en quoi ça consiste? C'est surtout de trouver les moyens pour les gestionnaires de les guider à travers des composants de recrutement par exemple, avec la psychométrie, avec la connaissance de profils de personnes qui vont embaucher ou non. Non pas sur des questions de jugement, mais sur des questions de proximité, d'intérêt. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où une personne a son profil psychométrique, elle va mieux se comprendre, elle va mieux comprendre aussi sa posture de succès, donc où elle va avoir du succès, où elle risque de ne pas en avoir. Elle va potentiellement mieux fonctionner dans son travail et avec les autres. Et l'idée autour de tout ça, c'est de trouver les bons outils qui vont aider autant les gens que les gestionnaires à travailler ensemble et à travailler vraiment sur des bases de bien-être, sur des bases d'être dans un meilleur environnement, de produire mieux, mais avec ce qu'ils sont, quoi, avec leur naturel. En sachant un petit peu à la base ce que la personne va privilégier, comment elle se comporte, on va pouvoir aller vers des modèles différents d'introduction d'entreprise. Par exemple, justement, je parlais d'une personne qui est un petit peu plus discrète, un petit peu plus introvertie. On ne va pas la mettre dans un groupe jour 1 et puis lui demander de se présenter devant le groupe, par exemple. On va plutôt privilégier un one-on-one avec ou un collaborateur ou une personne de sa hiérarchie, de façon à y aller tranquillement, puis ensuite l'intégrer petit à petit à un groupe. Donc c'est ce que ça permet de connaître un peu les préférences comportementales des personnes. Ce qui peut provoquer de la souffrance au travail, c'est notamment quand on est mis dans des postures qui ne sont pas naturelles pour nous. Je prenais l'exemple d'une personne qui est un peu introvertie. Si on la met dans une posture tout de suite de vouloir la faire rayonner pour les bonnes raisons, mais pour elle, ça va être un traumatisme de se présenter à des personnes qu'elle ne connaît pas. C'est un trauma en partant. Alors que si au contraire, j'ai une personne qui est très joviale, qui aime vraiment discuter, qui aime se présenter, qui a un côté justement, qui aime rayonner, qui aime se montrer, elle va être dans son élément. Donc l'idée, c'est de trouver vraiment la meilleure façon de composer avec la personnalité des gens et de le faire en toute bienveillance par rapport à ce qu'ils sont. Et généralement, on a le choix. On peut arriver au même résultat, mais en le faisant avec bienveillance et dans le cadre privilégié de la personne, plutôt qu'en le faisant justement avec des composantes traumatisantes. En fait, je pense que je pense et je suis assez persuadée que les DRH sont des personnes pivots dans une entreprise. Souvent, on voit leur rôle de façon un petit peu caricaturale, et alors que c'est des gens qui font le lien entre l'organisation du travail, la personne elle-même, les gestionnaires, sont souvent des personnes qui se posent comme, je parle de pivot, c'est que c'est des personnes qui vont pouvoir agir comme intermédiaires entre
le besoin de produire, oui, mais le besoin des personnes aussi, et leur capacité à fonctionner dans un environnement, dans un système ou avec des collègues. Et ces personnes-là, en fait, on a besoin de les aider parce que les gens de ressources humaines sont souvent, surtout en termes de technologie, sont souvent les moins bien nantis. En fait, bon, c'est sûr que ça arrive de moins en moins, mais par exemple, traiter des CV, je pense pas que personne ait fait des études pour ça en ressources humaines. Généralement, ce sont des gens qui sont plutôt portés à aider les autres, à vouloir les amener plus haut, les aider à faire à avoir une belle carrière, à se former. Et c'est sur ces points-là que l'intelligence artificielle et la psychométrie peuvent aider, parce qu'en réalité, on va passer outre toutes ces tâches qui sont plutôt ingrates, comme le tri de CV quand on est dans le recrutement. On va pouvoir l'automatiser, sans dire que la décision va être prise par la machine, bien au contraire, elle va être prise par l'humain qui est derrière la machine. Mais par contre, toute la partie longue et laborieuse, on va l'automatiser et rendre du coup le poste beaucoup plus agréable pour la personne. Parce qu'elle va pouvoir aller vers quelque chose qu'elle aime faire, aider les gens, assister à une meilleure organisation du travail, assister à l'augmentation de carrière des gens, à avoir une portée en fait plus intéressante, quoi. Donc en fait, la partie, je dirais, la partie intelligence artificielle et la partie psychométrie peuvent aider à vraiment enrichir les postes en ressources humaines. L'accompagnement des services de ressources humaines vers une gestion de chacun dans ce qu'il est, sans jugement, et non pas dans une demande d'adaptation de la personne à un moule, pourrait peut-être changer le monde du travail. Nous ne saurons jamais ce que nous faisons, et le pire serait de s'identifier à nos traumas. Ils ne sont pas notre identité. Et pourtant, nos traumas vont définir notre relation au monde et aux autres. Mais la bonne nouvelle est que nous savons maintenant que nous pouvons désinscrire nos traumas de nos corps, de notre ADN, faire en sorte de les remettre à leur place d'événement dans notre passé afin de vivre notre vie au présent. Le trauma est un filtre supplémentaire entre inconscient et conscience, un brouillard dans lequel nous sommes désorientés, alors que nous avons en nous caché la capacité de résilience et les ressources pour développer notre potentiel. Il est également un filtre déformant dans notre relation aux autres. Il nous enferme et nous sépare les uns des autres. Nous sommes des petits poussés cherchant désespérément les petits cailloux blancs qui nous guideront vers la sortie de cette sombre forêt. Aujourd'hui, le travail de nombreux chercheurs nous permet d'accumuler des outils pour gérer notre stress, sortir de nos traumas, connecter notre conscience. Autant d'espoir de retrouver la possibilité d'agir sur nos vies, de se sentir présent, ici et maintenant, et de pouvoir enfin regarder ceux qui nous entourent. Certains disent que notre humanité est terrible, violente. Elle est juste traumatisée, engluée dans ces chocs qui se répètent depuis tant de siècles. Le trauma altère notre libre arbitre en nous figeant. Il nous fait croire que nous ne pouvons rien changer, que les dés sont pipés, en quelque sorte. Mais cela n'est pas une fatalité et ne va pas préjuger de ce que nous deviendrons. Se libérer de nos traumas est aussi une façon de retrouver ses pouvoirs d'adulte, celui de prendre soin de soi, d'être responsable de ses choix, responsable de son système de valeurs, de ne pas attendre de l'autre qu'il nous sauve, avoir le pouvoir de nous mettre en sécurité par nous-mêmes, le pouvoir de dire non quand cela est nécessaire. Ainsi, nous dépasserons la simple survivance. À nous de voir ce qui va nous nourrir, ce que nous avons envie de vivre. Redevenons libres. La connaissance du fonctionnement du trauma est déjà un pas vers la liberté. Nous avons désormais un peu plus de choix. Nous qui nous plaignons de ce monde,
Et si nous avions la possibilité de le changer, si cela ne pouvait passer que par la prise en compte des traumas individuels, familiaux et sociétals, quelles seront les embûches pour y arriver? Comme écrit dans la préface que j'ai eu le plaisir de rédiger pour cet ouvrage, un de ses apports principaux est de nous montrer que la maltraitance structurelle du traumatisme a en grande partie des origines politiques. Cette maltraitance est liée, selon Judith Herman, au fait que les concepts qui permettraient de soulager les victimes du traumatisme, concepts qui sont en réalité connus depuis assez longtemps, sont de nature à remettre en question l'ordre social, et en particulier l'ordre patriarcal. Judith Herman nous démontre et nous illustre que les recherches sur le traumatisme n'ont été rendues possibles que par une profonde remise en question de l'ordre social, par deux mouvements, le mouvement des anciens combattants face à la violence guerrière et le mouvement des femmes face à la violence sexuelle et domestique. Ce sont ces mouvements sociaux qui ont enfin permis que les conséquences de ces guerres, si longtemps sous-estimées, voire complètement déniées, commencent enfin à être reconnues. Plus récemment, il a fallu d'autres mouvements sociaux, les mouvements des victimes d'abus des hommes de pouvoir, pour commencer à permettre la reconnaissance d'autres victimes. Le traumatisme qui n'était nulle part semble actuellement presque partout. Judith Herman nous rappelle cependant que toute remise en question de l'ordre établi va se heurter à des résistances et que le combat pour faire triompher les idées vraies sur les idées fausses, la gentillesse sur la cruauté, l'intérêt commun sur l'intérêt particulier est un combat sans fin. Dans de nombreux domaines, en réalité, les effets du traumatisme psychologique restent encore en grande partie pour des motifs économiques et sociaux totalement sous-estimés, voire déniés. Les concepts que propose Judith Herman pour comprendre et résoudre le traumatisme peuvent donc non seulement nous aider à en guérir, mais aussi être à l'origine d'un profond changement social. Michel Chitequet. Il faut que je largue les amarres, sortir enfin de ce brouillard, m'éloigner de cette fille toxique, cette rencontre maléfique. Aucune ivresse ne me saoule, je suis déjà à cran.